Acheter un sac poubelle pour 1400 € ou encore des crocs à talons pour 495 €? Non, c'est pas une blague, ce sont des produits Balenciaga. Et là, tu dis, mais le monde de la mode part en cacahuète. Non, là aussi, tout va bien. En fait, tout ça, c'est très stratégique. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, je te donne les résultats du quiz de la vidéo précédente. Donc ça, c'était la marque qu'il fallait deviner. Dis-moi en commentaire si tu l'avais trouvé ou pas. Et puis en fin de vidéo, il y aura une nouvelle devinette. Allez, c'est parti. Tout commence en 1895 avec la naissance du couturier Cristobal Balenciaga dans un petit village espagnol. Son père, qui est pêcheur, meurt alors que Cristobal est encore très jeune, ce qui laisse sa mère Martina et ses frères et sœurs dans une situation financière très difficile. Sa mère, qui est couturière, lui transmet son savoir-faire et sa passion pour la couture. Et il s'avère que Cristobal est vraiment doué pour la couture, à tel point que la marquise de Casa Torres, qui est la femme la plus riche de la ville à ce moment-là, le remarque. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'histoire de Balenciaga commence à devenir un petit peu floue. Selon les sources, les dates et le parcours varient, donc bon, je vais faire au mieux pour essayer de condenser tout ça. Selon certaines sources, la marquise lui aurait payé un voyage à Madrid pour qu'il se forme davantage à la couture, et selon d'autres sources, il aurait commencé à travailler dans une maison de couture en tant qu'assistant alors qu'il avait seulement 12 ans. La marquise lui aurait aussi demandé de reproduire certaines robes, et Cristobal aurait réussi sans problème. Bon, on ne sait pas trop ce qui est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la marquise était vraiment fan du travail de Cristobal Balenciaga. Et donc elle portait ses créations, que ce soit des accessoires ou des robes. En 1919, Balenciaga ouvre sa première maison de couture à San Sebastián, sur la côte basque espagnole. Ses créations deviennent rapidement populaires, au point que la famille royale espagnole et toute la noblesse espagnole deviennent ses clients. Mais en 1936, un événement le força à fermer toutes ses boutiques à San Sebastián, Madrid et Barcelone. La guerre civile espagnole, qui oppose l'extrême gauche et l'extrême droite, bon, c'est vraiment un résumé de la situation, éclate en Espagne. Et donc Balenciaga décide de fuir à Paris, où il ouvrira sa première maison de couture en 1937, avenue Georges V. Mais c'est vraiment dans les années 50 que Balenciaga se démarque. À cette période-là, le monde de la mode se remet doucement de l'onde de choc Christian Dior et son New Look. Le New Look a révolutionné le monde de la mode avec l'introduction de sa nouvelle silhouette qui ressemble à un sablier. Et donc cette silhouette mettait plutôt en avant les formes féminines. Donc les épaules, la poitrine, la taille, les hanches. Ce qui contrastait surtout avec la mode des années 40 qui mettait pas du tout en valeur les formes. On était plutôt sur des tailleurs assez larges. Donc à ce moment-là, Dior est à son apogée jusqu'à ce que Balenciaga arrive et chamboule tout encore une fois avec l'introduction d'une nouvelle silhouette. Mais celle-là, elle est moderne, plus ample, plus libre dans ses mouvements, plus arrondie, bref, plus audacieuse. En 1968, Balenciaga décide de fermer toutes ses maisons de couture. Tout simplement parce que le couturier ne se reconnaissait plus dans l'évolution de la mode. Le prêt-à-porter prenait de plus en plus d'ampleur et pour Cristobal, c'était hors de question d'habiller tout le monde. Il voulait que Balenciaga reste une marque exclusive. Et donc, comme il n'est pas d'accord, il décide de tout fermer. Au moins, c'est radical. Et seulement 4 ans plus tard, Cristobal Balenciaga décède. Ce n'est qu'en 1986 que Balenciaga renaît de ses cendres. La maison est rachetée et commence par créer des lignes de prêt-à-porter. Et le pauvre Cristobal devait se retourner dans sa tombe. En 1997, Nicolas Ghesquière reprend la direction artistique de Balenciaga, jusqu'en 2012 où Alexander Wang prend la relève. Et ce n'est qu'en 2015, lorsque Demna Gvasalia est nommée à la direction artistique de Balenciaga, que la marque commence vraiment à révolutionner le monde de la mode. Enfin, commence. On va dire encore une fois. Le créateur georgien va complètement chambouler les codes de la mode et va donner un souffle nouveau à Balenciaga. D'ailleurs, Demna a aussi sa marque de vêtements qui s'appelle Vêtements. Tu y retrouves son côté avant-gardiste, créatif et son inspiration qui vient du street style. Donc depuis que Demna est à la direction artistique de Balenciaga, la marque connaît une montée fulgurante, surtout en termes de revenus, grâce notamment à la ligne de prêt-à-porter, des chaussures, mais aussi et surtout grâce à sa stratégie marketing bien rodée. Et bien sûr grâce aussi aux idées créatives de Demna. Est-ce que tu connais le meme marketing? Je suppose que tu sais ce que c'est un meme, c'est une photo ou une vidéo souvent associée à un texte, et le meme est fait pour être humoristique, décliné, partagé, bref, pour devenir viral. Et le meme marketing, c'est le fait de reprendre ces différents aspects, ces caractéristiques d'un meme pour l'adapter à sa stratégie marketing. Et c'est exactement ce que fait Balenciaga avec ses produits et sa stratégie de communication. Demna fait exprès de créer des produits qui sont controversés, qui sont absurdes et complètement ridicules pour nous faire réagir. Parce que quand tu vois un produit comme ça et que tu vois un prix comme ça, tu comprends pas. Tu vas ressentir plusieurs émotions, tu vas être confus, exaspéré, peut-être même énervé, ou alors tu vas en rire, mais tu vas ressentir plein d'émotions, tu vas pas savoir vraiment quoi en penser. Et parce que c'est tellement ridicule et que tu ne sais pas si tu dois en rire, si tu dois critiquer, si tu dois t'offenser, tu vas en parler, les gens vont en parler. Le nombre de fois où Balenciaga a été mentionné dans Quotidien, dans certains magazines, les gens ont même créé des mimes sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est fait exprès. La marque te fait réagir, te fait ressentir des émotions tellement fortes, tellement
confuse que t'es obligé de réagir. Et donc, comme tu réagis et que tu en parles, et forcément, ça leur fait de la pub. Peu importe que tu en parles en bien ou en mal, mais tu parles de Balenciaga. Et donc pour eux, c'est tout bénef, c'est de la visibilité gratuite. Enfin, gratuite. Ils doivent créer le produit, donc il y a quand même un coût. Donc en fait, on fait partie de leur stratégie marketing. Et là où ça change aussi des marques de luxe habituelles, c'est que la conversation n'est plus exclusive. Alors oui, de temps en temps, on entend parler de Louis Vuitton, machin, mais ça reste quand même des marques qui se montrent exclusives et qui s'adressent à certains publics. Alors que Balenciaga casse ses codes et ouvre la discussion pour tout le monde. Donc Balenciaga s'invite dans toutes les conversations. Que tu sois intéressé par la mode ou non, t'as forcément un avis, une opinion là-dessus. Enfin, je veux dire quand même. Et donc ça fait partie de la stratégie de Balenciaga. Enfin, on fait partie de la stratégie de Balenciaga. Jusqu'à il y a quelques jours, Balenciaga ne communiquait plus du tout sur Instagram. La marque avait carrément effacé tout le contenu, bref, il n'y avait plus rien sur leur feed. Et pourtant, on n'a jamais autant entendu parler de Balenciaga. Et c'est pas juste dû au bouche à oreille, la marque s'est focalisée sur une autre plateforme, TikTok. Alors, pourquoi TikTok ? Balenciaga vise une nouvelle cible, la Gen Z. Génération Z. J'ai l'impression que je sonne vieille quand je dis ça. Mon Dieu. Parce que la marque a compris que ce sont eux les consommateurs du futur. Et donc, il faut que Balenciaga communique auprès d'eux, utilise leur langage, utilise leur code. Et donc pour ça, rien de mieux que de communiquer sur la plateforme préférée de la Gen Z. Et quand tu regardes leur compte TikTok, tu retrouves ce côté un peu bizarre, controversé. On a affaire à du contenu inhabituel et donc un petit peu cocasse. Tu y trouves autant des vidéos très créatives et des vidéos qui mettent un petit peu mal à l'aise, que tu comprends pas trop. Et donc, encore une fois, en tant que consommateur, on ressent des sentiments encore mitigés. On ne sait pas si on doit ressentir de la gêne, si on doit être admiratif, si on doit s'en amuser ou si on doit s'en offusquer. Donc là encore, Balenciaga fait appel à tout un panel d'émotions. Si tu vas sur le compte TikTok de Louis Vuitton par exemple, tu vois que la plupart des vidéos, elles sont cool, on s'y attend un peu, c'est moderne, on comprend que la marque cherche aussi à s'adresser à la Gen Z, mais il n'y a pas ce côté mitigé, controversé, qui met mal à l'aise. Donc on ressent plutôt des émotions positives quand on regarde le compte TikTok de Louis Vuitton. On ressent moins d'émotions conflictuelles et on a moins de surprises quant au contenu qu'on va voir sur la page. Pour faire parler d'elle, Balenciaga compte aussi sur ses partenariats. Et encore une fois, le choix des célébrités n'est pas fait au hasard. Alors bien sûr, il y a la popularité, mais pas auprès de n'importe qui. Ils ont choisi des personnes comme Kim Kardashian, Kanye West ou encore Aya Nakamura, qui sont des célébrités assez controversées. Et donc ça veut dire qu'on va souvent en entendre parler. Et ça peut même porter à confusion pour certaines personnes qui vont pas comprendre pourquoi Balenciaga, qui est une marque de luxe, va s'associer avec des célébrités comme celle-ci. Alors oui, elles sont riches, elles sont célèbres, elles ont beaucoup d'influence, et c'est une des raisons. Mais l'autre raison, c'est que ces célébrités-là sont surtout populaires auprès de la Gen Z. On retrouve aussi la volonté de Balenciaga de cibler les Gen Z avec le partenariat qu'ils ont fait avec Fortnite. En gros, Balenciaga a créé des vêtements pour les personnages de Fortnite, et les gamers pouvaient acheter ces vêtements pour habiller leurs personnages. Je crois qu'on appelle ça skin. Je suis pas sûre. S'il y a des gamers parmi vous, aidez-moi. À travers ces produits controversés, Demna se moque aussi de la mode et du luxe. En fait, c'est un petit peu le Marcel Duchamp de la mode. À travers ces produits, Demna fait une satire de la mode, qui est censée être un univers où tout est beau, tout est cher, inaccessible, exclusif. Si tu fais bien attention à ces produits controversés, il reprend des objets du quotidien. Les sacs de course par exemple, les sacs poubelles. Ce sont pas des objets qui sont considérés comme beaux ou comme luxueux, et pourtant il s'en sert et les réutilise pour les transformer en objets chers, et en objet de luxe. Et donc toute la satire et toute l'ironie se trouvent là-dedans. Et ce qui plaît chez Balenciaga auprès de certains consommateurs, c'est justement son côté ironique, son côté second degré, provocateur. Et c'est pour ça que les clients vont acheter chez Balenciaga. Parce qu'ils savent que s'ils portent cette marque, ça va forcément provoquer quelque chose chez une autre personne. Parce que cette marque est controversée. Et c'est une façon de dire aussi, regarde, je me prends pas au sérieux, je porte ça ironiquement. Tout comme dans les années 50, Balenciaga révolutionne aujourd'hui le monde de la mode. Il la rend plus accessible, plus virale, plus intéressante, plus controversée. Bref, Balenciaga casse les codes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses un petit peu de toute cette stratégie, ce que tu penses de Balenciaga. Et surtout, si tu as aimé le contenu ou si tu veux avoir plus d'analyses comme ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Mais avant de finir la vidéo, je vais te montrer les couleurs d'une marque. Et là, il y a un petit indice. Donc, il faut que tu devines à quelle marque elle correspond. Dis-moi ta réponse en commentaire. Et sinon, tu auras la réponse dans la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.